Un peu la scène. Tu sors d'un restaurant clandestin, hyper chic. Ouais, le genre d'endroit où on te sert des plats ultra rares. C'est ça, donc t'as mangé un truc délicieux, tout va bien. Mais 15 minutes plus tard, tes lèvres commencent à picoter. Ah, le premier signal d'alarme. Exactement. Et 1 heure après, tu es aux urgences. Tu peux plus bouger un seul muscle. Ta respiration s'arrête. Mais le pire, le détail vraiment terrifiant, c'est que tu es parfaitement conscient. Ouais, t'es littéralement prisonnier de ton propre corps. Voilà, tes yeux sont ouverts, tu entends les médecins paniquer autour de toi, mais tu es figé. C'est digne d'un film d'horreur. Et pourtant, c'est la réalité clinique stricte de la tétrodotoxine, le fameux poison du poisson fugu. Ouais, c'est glaçant. Et ce qui est fascinant, c'est que cette toxine, c'est pas du tout une erreur de la nature. C'est une arme biochimique d'une précision, chirurgicale. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. On a sous les yeux un tableau de bord médical, vraiment ultra détaillé. Un document incroyable, ouais. Il compile les pires intoxications naturelles, tu sais, les plantes, les poissons, les crustacés. Et notre mission, c'est de comprendre cette guerre chimique invisible. Parce que la nature, c'est pas qu'un paysage paisible, loin de là. C'est clair. Pour ceux qui nous écoutent, on idéalise beaucoup les petites fleurs et les jolis parcs, mais en vrai, c'est un champ de bataille. Et on va voir comment les médecins d'urgence se transforment en détectives quand chaque seconde compte. C'est exactement ça. L'évolution a donné à des organismes sans griffes ni crocs des systèmes de défense redoutables. Ils fuient pas, ils empoisonnent. Et cette guerre, elle commence carrément dans le bac à sable du parc municipal. J'étais choquée en lisant ça, les plantes sont la 5e cause d'intoxication en général. Ouais, et plus de la moitié du temps, ça touche les enfants. C'est fou. Dans les dossiers, on a ce cas d'un gamin de 4 ans. Il échappe une seconde à la vigilance de ses parents et il avale une petite baie rouge inconnue. Le grand classique des urgences pédiatriques. Voilà. Il arrive aux urgences, il sourit, il va très bien, mais les parents sont en panique totale. C'est une sorte de roulette russe botanique, ce truc. Du coup, ils font quoi les médecins quand on ne sait pas ce que l'enfant a avalé? La première étape, c'est l'identification visuelle. On appelle souvent le centre antipoison pour s'aider, mais si l'ingestion est récente, genre moins de 2 heures, l'arme fatale, c'est le charbon activé. Attends, le charbon. Comme pour le barbecue. Ah, presque. Mais c'est un charbon traité médicalement pour devenir hyper poreux. Faut imaginer une éponge microscopique gigantesque. Ah, d'accord. Ce charbon, il va tapisser l'estomac et piéger physiquement les molécules toxiques. Ça les empêche de traverser la paroi intestinale et de passer dans le sang. Ok, je vois. Ensuite, on fait un bon lavage buccal, et dans la majorité des cas, l'enfant rentre chez lui sans aucun problème. Bon, ça, c'est pour les alertes, on va dire bénignes. Mais les notes montrent que certaines plantes de nos jardins ciblent directement la salle des machines, le cœur. Oui, on passe aux cardiotoxiques. Ce sont de vrais tueurs silencieux. Je pense à la digitale ou au laurier rose. Il y a un truc de fou dans le document, c'est précisé que même l'eau du vase d'un laurier rose est toxique. Ah oui, l'oléandrine, c'est extrêmement puissant. Même la fumée d'un feu de branche de laurier rose est dangereuse. C'est dingue. Ou la conite, il suffit de 3 mg pour tuer un adulte. Et on a cette histoire, un homme de 55 ans, il rentre de balade, il se fait une tisane avec ce qu'il croit être des feuilles de consoude sauvage. La fameuse confusion, Sauf que c'était de la digitale. Il arrive aux urgences, son cœur tombe à 35 battements par minute. une bradycardie sévère, ouais. Son sang s'affole avec trop de potassium. Mais le symptôme qui m'a le plus marqué, c'est qu'il voit le monde entier avec un halo jaune. Genre, c'est quoi ce délire visuel? Alors, en médecine, on appelle ça une dyschromatopsie. Plus précisément, une xanthopsie pour la couleur jaune. En fait, pour comprendre, faut regarder la mécanique des cellules. Ces plantes bloquent un truc qu'on appelle la pompe sodium-potassium. Et cette pompe, elle sert à quoi dans notre corps? Voilà comme les videurs à l'entrée d'une boîte de nuit. Elle gère constamment ce qui entre et ce qui sort de la cellule pour garder un équilibre électrique parfait. D'accord. Et si tu bloques ce videur, le calcium s'accumule massivement à l'intérieur de la cellule. Le muscle cardiaque se contracte n'importe comment, il ralentit, et c'est le risque d'arrêt total. Ok, mais pourquoi le halo jaune dans les yeux du coup? Eh bien parce que ces mêmes pompes existent dans les cellules de notre rétine. Le poison pirate aussi le nerf optique, ce qui crée cette vision jaune complètement altérée. C'est ahurissant. Et pour le sauver, ils utilisent quoi? Des fragments Fab d'anticorps? Exactement, c'est un antidote très spécifique, des anticorps antidigoxine qui vont aller capturer la toxine dans le sang. Bon, on passe de l'arrêt cardiaque imminent aux urgences psychiatriques, parce que le poison suivant, il remonte carrément au cerveau. Ah, les neurotoxiques, le syndrome atropinique. La belladone, le datura. On a ce cas d'un ado de 16 ans qui consomme des graines de datura pour faire la fête. La fausse bonne idée par excellence. Tu m'étonnes. Il débarque à l'hôpital complètement agité, il a les pupilles dilatées à l'extrême, le cœur à 130 et il a des hallucinations monstrueuses. Les médecins finissent par le sédater en réa. Qu'est-ce que la plante a fait à son cerveau au juste? En gros, elle a coupé les fils de communication. Le datura contient des alcaloïdes qui bloquent un messager chimique crucial, qui s'appelle l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur qui dit à notre corps de se calmer. Donc le poison s'installe sur les récepteurs pour bloquer le message sain. C'est tout à fait ça. C'est un antagoniste compétitif. Il s'assoit sur la chaise, mais il ne fait pas le travail. Résultat, le corps n'a plus aucun signal de freinage. Tout s'emballe. Et le cerveau crée des hallucinations pour compenser. Oui, le cerveau est privé de ses connexions habituelles, il part en vrille totale. Et là, pour le traitement, on doit utiliser des benzodiazépines ou un antidote comme la physostigmine sous haute surveillance. Waouh!
Autant l'ado a eu des symptômes foudroyants, autant ce qui suit me terrifie bien plus. Ce sont les cytotoxiques. Là, le poison joue la montre, c'est de la destruction différée. Oui, le colchique, le ricin, les bombes à retardement. Il y a ce cas, franchement déchirant. Un monsieur de 60 ans se prépare un pesto maison, mais il confond l'ail des ours et le colchique. Le jour zéro, il a des diarrhées sanglantes. Mais bon, la vraie attaque survient 2 jours plus tard. La fameuse phase de latence, c'est hyper trompeur. Son foie lâche, son cœur lâche et sa moelle osseuse arrête de fonctionner. Et le pire, le truc qui m'a fait froid dans le dos, c'est qu'il n'y a aucun antidote. Pourquoi ça agit avec un tel retardement? Parce que ce poison ne tue pas la cellule d'un coup, il bloque la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Imagine un mur de briques qu'on doit réparer tous les jours. Le colchique, il vole le cimon. Et pendant la latence, les tissus ont l'air normaux. C'est ça. En apparence, tout va bien, mais les cellules ne peuvent plus se renouveler. C'est pour ça que les intestins lâchent en premier avec les diarrhéiques. Exactement. La muqueuse digestive se renouvelle hyper vite. Elle s'effondre en premier. Ensuite, c'est la moelle osseuse, l'usine de notre sang. Le patient est détruit de l'intérieur. Et nous, on peut juste faire du soutien hémodynamique et espérer. Quelle horreur! Et à l'opposé de cette mort lente, on a la violence absolue des cyanures et des irritants. L'asphyxie et les dégâts mécaniques. J'ai lu ce cas d'un enfant de 5 ans. Il ramasse des amandes amères par terre et les avale. Quelques minutes plus tard, il tombe dans le coma avec des convulsions. Il y a une odeur d'amande amère dans l'air. Là, l'équipe d'urgence lui injecte directement l'antidote en intraveineuse. Comment un coma peut arriver aussi vite? C'est de l'asphyxie cellulaire pure. Le cyanure bloque la respiration aérobie en ciblant directement les mitochondries. Ce sont nos petits poumons cellulaires. Donc les poumons normaux fonctionnent, mais les cellules étouffent. Voilà. Le sang est plein d'oxygène, mais la toxine met un cadenas sur la porte des cellules. Elle meurt asphyxiée de l'intérieur. C'est pour ça qu'on utilise le cyanokit en urgence absolue. D'accord, donc l'hydroxocobalamine, qui va agir comme un aimant pour arracher le cyanure, c'est bien ça? C'est ça. Ça forme une vitamine qu'on urine, simplement. Mais tu parlais des irritants aussi. Faut pas oublier les oxalates. Ah oui, les plantes irritantes. C'est décrit comme si on avalait des milliers d'aiguilles microscopiques de verre. La nature fait vraiment pas dans la dentelle. C'est purement mécanique, ça provoque des œdèmes et des ulcérations horribles. Mais parfois, les gens cherchent volontairement ces poisons. C'est ce que la source appelle les détournements toxicomaniaques. Oui, pour modifier la conscience. Peyote, LSA, sauge divinatoire, ou même l'iboga, qui peut carrément causer une défaillance cardio-respiratoire. Et on a l'histoire de ce jeune de 25 ans. Ah oui, celui qui rentre d'Amérique du Sud. Voilà, il a consommé du peyote lors d'un rituel. Il arrive aux urgences avec des hallucinations intenses, le temps est distordu, il fait une angoisse aiguë. Et le traitement, c'est juste de l'isoler au calme. Je m'attendais à un truc hyper complexe. En fait, la mescaline surcharge massivement les récepteurs de la sérotonine. Les portes de la perception sont grandes ouvertes, tout est amplifié. Donc on le met dans le noir. Exactement, on réduit les stimuli extérieurs au maximum, avec des benzodiazépines pour calmer. C'est vital, sinon le cerveau continue de surchauffer avec le moindre bruit ou la moindre lumière. La ligne entre le voyage spirituel et l'urgence psychiatrique, elle est vraiment très fine, je m'étonne. Bon, allez, on quitte la terre ferme. Si on regarde le milieu marin, c'est encore un autre niveau de folie. Ah, l'océan, un immense laboratoire de chimie. On commence par ce faux syndrome allergique, l'ichthyosarcotoxisme histaminique. Un nom barbare pour un truc très courant. J'ai été scotché par ce cas. Un groupe d'amis dîne au resto, ils mangent un tartare de thon, il avait un petit goût poivré, apparemment. 30 minutes après, alerte générale. Le fameux scombroïdisme. Ils ont le visage écarlate, des plaques géantes sur la peau, des maux de tête qui pulsent. Et tout ça à cause d'une rupture de la chaîne du froid sur le poisson. Mais attends, je comprends pas. Même si le poisson a eu chaud, s'il l'avait cuit, la chaleur tue pas les bactéries? Alors ça, c'est le grand mythe qui remplit nos salles d'attente. Oui, la cuisson tue des bactéries de surface. Mais le problème, c'est que ces bactéries ont eu le temps de transformer un acide aminé, l'histidine, en histamine. Et cette histamine, elle craint pas le feu. Pas du tout, elle est thermostable. Tu peux calciner ton poisson, la toxine sera toujours là. Et l'histamine, c'est la molécule exacte que ton corps libère quand tu fais une réaction allergique. Donc ils font pas une vraie allergie au poisson. Non, ils viennent d'avaler une dose massive de réaction allergique pure. C'est pour ça qu'on traite ça avec des antihistaminiques, voire de l'adrénaline si c'est très grave. Ça brise complètement le mythe de la cuisson. Bon, et il y a encore plus étrange dans les tropiques. La ciguatera. Là, on a un bug neurologique total. L'inversion sensorielle, oui. Un touriste rentre des Caraïbes. Il a mangé un filet de mérou. Premier jour, diarrhée. Mais le lendemain, il va se laver les mains. Et là, hurlement de douleur. L'eau froide lui brûle la peau. Comment un poisson peut inverser la perception du chaud et du froid? C'est un phénomène de bioaccumulation. Des microalgues toxiques sont mangées par des petits herbivores qui sont mangés par des carnivores. Jusqu'au mérou, le gros prédateur. Exactement. Et cette toxine va pirater les canaux sodiques de nos nerfs. Le nerf devient tellement sensible qu'une simple goutte d'eau à 15 degrés crée un court-circuit. Une vraie décharge. Et le cerveau panique. Il interprète ce signal non pas comme du froid, mais comme une brûlure intense. Des dysesthésies pathogimonomiques, on appelle ça. Un bug dans la matrice de notre système nerveux, quoi. Et ça nous ramène à notre toute première histoire, le poison absolu de la mer, le fugu et sa tétrodotoxine. La fameuse TTX. On disait que le gastronome aux urgences était paralysé mais conscient. Il y a 60% de mortalité sans ventilation ayant. Pourquoi il n'y a pas d'antidote et pourquoi il reste lucide? Il n'y a aucun antidote parce que la toxine bloque irrémédiablement les canaux sodiques. Faut intuber d'urgence.
Et il reste lucide parce que la molécule ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Le bouclier du cerveau. Voilà. Le corps s'éteint, mais le cerveau, bien protégé, assiste impuissant à la paralysie. Brûre. Et tu sais, on n'a même pas besoin de manger du fugu clandestin pour frôler la mort. Une simple moule ramassée sur nos côtes peut faire la même chose. Les notes parlent des intoxications par les coquillages. Les fameux syndromes avec des acronymes DSP, PSP, NSP, ASP. Le pêcheur amateur qui mange ses moules sauvages, lors d'une eau rouge, il perd l'équilibre et ses poumons s'arrêtent. Le syndrome PSP, lié à la saxitoxine. Même mécanisme que le fugu. C'est ça. Les coquillages sont des filtres. Lors d'une eau rouge, ils concentrent les toxines des dinoflagellés. Ils n'en souffrent pas eux-mêmes, mais ils deviennent des armes chimiques pour nous. Mais le pire, je trouve, c'est le syndrome ASP. A pour amnésique. Un patient âgé mange des coquillages. 48 heures après la phase gastro, il convulse, il est confus et il présente une amnésie antérograde. Ouais, des dégâts mémoriels irréversibles. Mais comment c'est possible de perdre la capacité de créer de nouveaux souvenirs juste en mangeant une coquille Saint-Jacques? C'est l'acide domoïque. Cette toxine imite le glutamate, un neurotransmetteur. Elle va se fixer directement dans l'hippocampe, la zone de notre mémoire. Et elle fait quoi? Elle détruit la zone? Elle provoque une nécrose neuronale localisée. Elle surexcite les neurones jusqu'à ce qu'ils meurent. Et comme ces neurones ne repoussent pas, le disque dur est abîmé pour toujours. C'est dramatique. Bon, on a beaucoup parlé de ce qu'on m'avale, mais on va parler des attaques actives. Les venins, vives, rascasse et le poisson-pierre. Le plus dangereux de tous. Le cas du plongeur pieds nus dans l'océan Indien est fou. Il ressent une piqûre comme un coup de marteau, douleur syncopale, un édème monstrueux et il fait un choc cardiogénique. Un vrai choc hyperalgique. Et le traitement immédiat, à part les antalgiques et le sérum spécifique, c'est de tremper le pied dans de l'eau à 50-60 degrés, un venin qui arrête le cœur et son talon d'Achille, c'est juste de l'eau chaude. C'est la règle d'or du choc thermique. Contrairement à l'histamine de tout à l'heure, le venin du poisson-pierre, comme celui de la vive, est thermolabile. La chaleur détruit la protéine. Exactement. C'est comme faire cuire un œuf. La chaleur modifie la structure 3D du venin, qui perd instantanément sa toxicité. C'est génial. Et on retrouve des trucs dingues chez les petits invertébrés aussi. Les méduses boîtes qui causent des collapsus foudroyants ou les mollusques conus avec leurs harpons venimeux. Il bloque les canaux calciques, ouais. Et la pieuvre à anneau bleu. Un touriste manipule cette pieuvre en Australie. Elle fait 10 cm. La morsure est indolore et paf, paralysie et arrêt respiratoire. La faune australienne plaisante vraiment pas. Et le pire, c'est qu'elle crache de la TTX, la même toxine que le poisson fugu. Incroyable. Et ça nous amène à la matrice thérapeutique, parce que face à tout cet arsenal, la médecine a quelques armes. Le cyanokit pour le cyanure, les fragments Fab pour la digitalyse, la physiostigmine pour les anticholinergiques. Ouais, on a des correspondances exactes, mais à une énorme note critique dans le document. C'est ça. Pour la majorité des toxines, le ricin, le colchique, la ciguatera, le fugu, il n'y a aucun antidote. Aucun. Et c'est là qu'on voit le cas de ces intoxications mixtes après un repas de survie en forêt. Le cauchemar. Combinaison d'arrêt cardiaque, de délire, de coma profond. Le plan blanc toxicologique est déclenché. Si on n'a pas d'antidote, la médecine moderne consiste souvent à maintenir le corps en vie jusqu'à ce qu'il se répare seul. C'est bien ça. Tout à fait. C'est une médecine de soutien. On utilise la matrice symptômes, plantes, antidote quand on peut, mais souvent on maintient juste les fonctions vitales. Et le pire scénario, c'est l'arbre décisionnel d'urgence face à l'inconnu. Ce dernier cas clinique est fascinant. Un patient inconscient sur la plage avec des restes de coquillages, de poissons et de plomb autour de lui. Le brouillard total pour les secours. Score de Glasgow à 6, myosis, bradycardie, collapsus, lésion cutanée linéaire. Les médecins font comment en quelques minutes pour déduire toute la biochimie du patient? Ils utilisent un algorithme d'investigation. Origine végétale ou marine? Les lésions linéaires pointent vers une envenimation marine par Snyder. Le myosis et la bradycardie orientent l'évaluation syndromique. Donc c'est une prise en charge à l'aveugle basée sur le syndrome. Oui. On maintient les fonctions vitales, l'ABC, on prend des photos HD des restes pour le centre antipoison, et on traite les symptômes immédiatement, même sans connaître le nom exact du poison. La nature est un labo perfectionné, mais nos systèmes de déduction d'urgence le sont tout autant. C'est littéralement la médecine version Sherlock Holmes. Quelques indices dispersés sur la plage et on déduit le reste. Ça pousse à une réflexion vertigineuse pour clore cette analyse. Je t'écoute. Toutes ces toxines marines, la ciguatera, les algues des eaux rouges, elles ont évolué dans des écosystèmes bien précis. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement des océans, ces espèces migrent. Des algues porteuses de ces armes chimiques arrivent sur de nouvelles côtes qui n'y étaient absolument pas préparées. C'est un vrai problème de santé publique émergent. Et la question qui se pose pour notre public, notre système de santé local, est-il prêt à voir ces toxines tropicales débarquer dans nos assiettes de tous les jours? C'est une pensée fascinante, un peu effrayante, qu'on vous laisse méditer pour la prochaine fois que vous commanderez un tartare sur le porc ou que vous irez vous balader en nature. Restez curieux et surtout, restez prudents.